Alors, nous continuons avec Corina Chuteau-Mila, qui est étudiante en thèse à l'Université Sorbonne Nouvelle, au sein de l'unité mixte de recherche TALIM. Et elle va vous présenter son travail de thèse sur la dématérialisation de l'art à l'aube de la digitalisation contemporaine. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup pour votre présence. Le titre de la thèse a l'air un peu abstrait, j'imagine, après cette présentation du XXe siècle de Fernand Léger. Et donc là, on passe au XXIe siècle avec la dématérialisation. La dématérialisation, c'est un concept qu'on connaît tous et qui est entré progressivement dans notre quotidien. Et maintenant, on fait partie, c'est quelque chose d'inhérent à notre vie courante et à notre façon de fonctionner et d'interagir dans la société. Donc, on va tous dématérialiser des documents, des moyens de paiement, parce qu'on paye tous avec le téléphone portable, avec nos montres connectées. On va signer des contrats en format numérique, on va payer les impôts par Internet et on va même dématérialiser les livres en les numérisant et on va sauvegarder toutes nos données dans un espace, dans un écosystème virtuel. Et donc, à partir de ces observations, je suis arrivée à la dématérialisation de l'art, puisque appliqué au domaine de l'art, ce concept de dématérialisation a été étudié à partir des années 1960 par deux critiques américains, Lucy Lippard et John Chandler. Pour eux, la dématérialisation était une forme d'ultra-conceptualisme et consistait en la disparition complète de l'objet d'art. Remis en question et considéré comme inapproprié par certains critiques, Lucy Lippard, elle va revenir sur ce terme et elle va arriver à la conclusion qu'effectivement, il était inadéquat pour décrire ce phénomène. Mais elle va conserver quand même le terme dans l'ouvrage postérieur. Cependant, avec la digitalisation, une nouvelle forme de dématérialisation dans l'art émerge. Une forme qui consiste dans la génération des œuvres d'art par le biais des intelligences artificielles. A priori, la dématérialisation... je vais revenir. A priori, la dématérialisation de Lucy Lippard, exprimée par la disparition de l'objet d'art, ne semble avoir aucun lien avec la dématérialisation actuelle qui consiste en la génération d'œuvres d'art par l'intermédiaire des intelligences artificielles. Et pourtant, c'est justement cette forme d'ultra-conceptualisme qui est en partie la cause de l'essor de l'art généré par des algorithmes. Pourquoi? Parce qu'elle est une réaction naturelle à la réinvention des formes, à la réinvention des moyens d'expression technique, lorsqu'on avait l'impression d'être arrivé au bout de la création autant conceptuelle qu'esthétique. C'est-à-dire on est passé par cette crise de la représentation, on se dit qu'on ne pouvait plus rien concevoir, que l'art contemporain, il demeure globalement conceptuel, et l'art a ressenti le besoin de se réinventer. Alors, l'algorithme, les intelligences artificielles sont un moyen de réinventer l'art contemporain. Et cette réaction, puisque la plupart du temps, la critique assez virulente d'ailleurs, que j'entends, c'est que ce n'est pas de l'art, qu'on ne peut pas parler d'un art généré par des algorithmes, puisque ce n'est que de la technique et de la technologie derrière. Cette querelle actuelle me fait penser à une autre querelle dans un autre moment de l'histoire de l'art, qui est d'ailleurs le seul moment de l'histoire de l'art quand les avancées technologiques ont poussé l'art à la réinvention. Et je parle bien évidemment du XIXe siècle et de l'invention de la photographie. Et là, je vous présente deux images. Tout d'abord, vous avez du côté gauche Ray Guido, le verre de vin du début du XXe siècle. Et à côté, il y a
c'est du côté droit, pardon. Du côté droit, il y a Ray Guido, et du côté gauche, c'est le tableau de Vermeer, qui porte le même nom. Et donc, nous avons deux tableaux. Il y a une sorte de concurrence, une sorte de compétition qui va s'instaurer entre les deux types de représentation. Représentation picturale et représentation photographique. Et la photographie, finalement, va gagner et va pousser, par cette élévation au rang d'art, va pousser l'art à la réinvention. Et c'est pour cette raison que d'autres mouvements ont émergé au cours du XIXe siècle, qui était l'impressionnisme, après le cubisme, le surréalisme au XXe. Dans cette même veine, nous pouvons observer des tableaux générés avec l'aide des intelligences artificielles, avec l'aide des algorithmes. Et ici, vous voyez le projet The Next Rembrandt de 2016. Et il s'agit d'un tableau généré à la manière du peintre Rembrandt. Il est à côté imprimé en 3D et exposé, et apparemment, même les experts, ils n'ont pas pu déterminer s'il s'agissait d'un faux ou d'un vrai tableau fait par le maître. Donc, un algorithme capable de créer des œuvres à la manière de Rembrandt a vu le jour en 2016 grâce à la collaboration de plusieurs institutions, Microsoft, la banque ING, l'Université technologique de Delft et deux musées d'art, le cabinet royal de peinture de La Haye et le musée de la maison de Rembrandt d'Amsterdam. Si les photographes du XIXe siècle étaient incapables de créer des scénarios similaires aux mises en scène des peintres de l'âge d'or, l'intelligence artificielle, elle est capable de créer du Rembrandt, et ce n'est qu'un exemple, puisqu'il y a d'autres exemples où elle peut générer des Van Gogh ou des tableaux à la manière de Van Gogh. Un autre exemple de génération d'œuvres d'art avec l'aide des intelligences artificielles, c'est cette œuvre d'art, Le Comte de Bellamy, du collectif Obvious. Chez le collectif Obvious, on observe une génération d'œuvres d'art de facture classique à partir d'un algorithme de type GAN. Ce qui se passe ici est que le groupe de chercheurs a utilisé comme base de données pour l'apprentissage de l'algorithme 15 000 portraits réalisés entre le XIVe et le XXe siècle. Le résultat, un portrait figuratif abstrait dont l'atmosphère nous renvoie vers le XVIIe au XVIIIe siècle. L'œuvre n'est pas signée par les ingénieurs, mais il s'agit d'une signature qui reprend une formule de l'algorithme même. La thèse soulève les problématiques suivantes. Qu'est-ce que la dématérialisation? Annonce-t-elle l'intelligence artificielle la désuétude du statut de l'artiste? Peut-on toujours respecter la segmentation des secteurs comme les sciences, l'art, la philosophie, où une seule case, celle de l'art, est capable d'encompasser toutes les autres? Et comment interpréter une œuvre d'art si elle n'est plus issue du fruit de l'intention d'un artiste et elle est plutôt le fruit d'une programmation arbitraire ou réfléchie? Et finalement, comment interpréter et comment analyser la dématérialisation totale de l'œuvre, de l'artiste, du processus de production et du processus de mise à disposition du public d'un point de vue socio-économique? Puisqu'il y a aussi les moyens de posséder une œuvre d'art qui se dématérialise et les moyens de payer une œuvre d'art par l'émergence des NFT qui sont des non-fungible tokens. C'est un titre de propriété qui va apparaître dans une chaîne de blocs et qu'on appelle la blockchain et qui est censée être plus sécurisée, mieux sécurisée que la réalité, notre réalité, et qui permet de payer en crypto-monnaie. Donc, la thèse vise dans son ensemble, à travers l'analyse des œuvres d'art, citées précédemment et encore d'autres, à contribuer au débat théorique général concernant la direction empruntée par l'esthétique contemporaine et se fixe comme objectif secondaire de créer un pont entre l'art et l'informatique, puisqu'aujourd'hui, on est dans des secteurs assez cloisonnés.
Et lorsqu'on participe à des conférences, on voit qu'on parle que de l'art, ou à d'autres conférences, avec d'autres thématiques, on parle que de l'informatique. Donc, faire un pont pour qu'on puisse vraiment comprendre ce que c'est la dématérialisation et ce qu'elle représente dans notre siècle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Corina Schuto-Mila. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent réagir, poser des questions? Oui, vous? Non? Pardon? Non. Oui, donc moi j'aimerais poser la question assez évidente sur les NFT. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, le marché donc, de l'art par NFT va progresser et éventuellement un jour concurrencer le marché de l'art classique? Alors, merci beaucoup pour la question. C'est déjà le cas, d'ailleurs. Il y a des ventes qui se déroulent en parallèle et les gens ont tendance à dépenser beaucoup plus en crypto-monnaie. Donc, les œuvres atteignent des prix exorbitants, alors que dans les salles où on paye en monnaie courante, les mêmes œuvres n'atteignent pas les mêmes prix. Donc, il y a vraiment une différence au niveau du marché. Et pour répondre à votre question, je pense que dans le futur, effectivement, il y aura une vraie concurrence. Et peut-être que si le cours des crypto-monnaies se stabilise, ça va peut-être remplacer ou ça va donner beaucoup de travail aux monnaies courantes et au marché actuel. Le marché, il est censé se réinventer aussi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? J'aimerais revenir sur la question des œuvres d'art générées par des algorithmes. Vous avez montré l'exemple du Rembrandt et l'exemple du collectif Obvious. Oui. Pour les détracteurs de ces œuvres, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas de l'art? C'est la plupart du temps les ingénieurs en informatique qui me disent que ce n'est pas de l'art, puisque pour eux, il n'y a rien de magique. L'art doit avoir quelque chose de magique, elle doit être le produit d'une réflexion qui est propre à l'humain. Et la machine, elle est incapable d'avoir cette capacité. Donc, pour eux, je pense qu'il s'agit tout simplement ils comprennent mieux l'aspect banal ou l'aspect plus technique de la machine, alors que dans le monde de l'art, on voit cela comme de la magie. Et je pense que c'est justement là que tout se joue. Et donc c'est l'importance de l'humain aussi, ou plutôt l'intervention de l'humain qui, pour les détracteurs de ces œuvres, ferait que ça ne peut pas être des œuvres, parce qu'elles ont été conçues par des machines. C'est ça. Et lorsqu'ils sont derrière le processus et qu'ils voient exactement comment ça se passe et comment ils créent ces intelligences artificielles et que ces algorithmes sont libres sur Internet, on peut les appliquer à chaque domaine. Donc à ce moment-là, ils se disent, mais tout est là, on n'a rien inventé, ça ne peut pas être de l'art. L'art doit être une révolution. Et alors à propos justement de la modernité de l'art, le collectif Obvious ou l'œuvre de Rembrandt, ce sont des recréations, je mets beaucoup de guillemets, d'œuvres anciennes. Est-ce qu'il y a eu des exemples avec des algorithmes pour des œuvres qu'on pourrait qualifier de contemporaines? Oui. Oui, il y a par exemple l'artiste Mario Klingman qui génère des œuvres d'art qui sont des créations personnelles. Et finalement, le collectif Obvious lui-même, on peut dire que c'est une création personnelle puisque cette œuvre ne copie pas quelque chose en particulier. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous passe le micro, comme ça tout le monde pourra entendre la question. Merci beaucoup pour la présentation. Concernant les algorithmes, comment ça se passe exactement? Parce que je veux bien qu'ils reprennent un peu la façon de peindre, par exemple, de l'artiste quand il s'agit de Rembrandt. Mais il y a bien une intervention humaine à un moment quand il s'agit de sélectionner le sujet ou... Tout à fait. Donc, les ingénieurs, ils vont choisir une base de données qui peut aller de 200 portraits jusqu'à 15 000, 20 000, ça dépend aussi de ce qu'ils trouvent.
Et donc, on va donner à l'algorithme cette base de données comme source d'apprentissage. Lorsque l'algorithme aura appris, il pourra être capable de générer une œuvre d'art à partir de tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a appréhendé, si je peux utiliser ce terme. Les deux. Oui, alors peut-être qu'on peut détailler l'exemple du Rembrandt, parce que ça rejoint une question que je voulais vous poser. Vous disiez que les experts n'avaient pas pu déterminer si c'était un Rembrandt neuf, encore une fois entre guillemets, ou un vrai Rembrandt. Mais il y a bien la question de la matérialité de l'œuvre. Une toile ancienne, un châssis ancien, qui sont quand même des éléments qui permettent de dater une œuvre ancienne. Oui, alors ils n'ont pas eu le test en laboratoire pour déterminer l'état du bois, son ancienneté, son âge, mais ils ont juste été face au portrait. Avec une imprimante 3D, le portrait a été imprimé, une imprimante qui a reproduit l'empattement, la touche picturale. Donc, tout a été reproduit exactement comme chez Rembrandt. Du coup, ça a été très difficile pour les experts de faire la différence. Et alors, à propos de cette difficulté de faire la différence, est-ce que ces œuvres peuvent alimenter un marché du faux? Oui. Il y a toujours c'est sûr que le marché parallèle des faussaires se réjouit forcément. Merci. Est-ce que vous vouliez intervenir? Merci. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la musique? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans le marché pas le marché, les créations musicales? Est-ce que vous pouvez faire un parallèle ou pas? Je ne suis pas spécialiste en musique, mais je sais effectivement qu'il y a de la musique générée avec des algorithmes, et je pense effectivement qu'on peut faire un parallèle avec cela. Mais après, je ne pourrais pas vous donner plus de détails personnellement. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Oui, alors. Je ne sais pas si je vais être très claire dans ma question. Vous avez fait un parallèle au début entre la photographie au XIXe siècle et son influence sur la peinture qui a impliqué la disparition du dessin, de la forme, pour une libération de la couleur, pour l'expressionnisme par exemple. Est-ce que vous voyez avec la dématérialisation contemporaine une influence? Est-ce que ça aurait une influence au niveau de la forme même de la peinture? Est-ce que vous verriez un parallèle comme au 19e, à la fin du 19e, début 20e, entre... Je pense. En effet, je pense que c'est le cas. Pour l'instant, c'est très difficile de voir puisque cette émergence est très actuelle. Donc, il est très difficile de voir une démarcation, de voir l'impact de l'émergence, de l'avènement de l'intelligence artificielle. Mais je pense que ce sera le cas. Et puis, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des artistes visuels qui se sont complètement affranchis de l'œuvre d'art, donc ils ne créent plus rien. Ils laissent le marché, certains d'entre eux laissent le marché créer à leur place des objets d'art. Mais ça, c'est un autre débat. Et du coup, effectivement, il y a un réel impact sur l'évolution des formes dans le monde de l'art. Je n'ai pas entendu. C'est la question des œuvres préparatoires, c'est ça? Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Oui. Oui. Il y a effectivement un retour, mais finalement, ce qu'on apprécie dans l'histoire de l'art, c'est les révolutions. Et s'il n'y a rien de nouveau et qu'on va juste réinventer ou on va recréer le classicisme ou le néoclassicisme, finalement, il n'aura pas beaucoup d'importance puisque tout a été vu. Et c'est le marché qui dicte un peu les règles. Donc,
Je ne pense pas que ce soit... Je pense que c'est juste un retour subjectif et personnel, un désir, mais qui ne va pas rester dans l'histoire de l'art, qui ne va pas impacter le milieu. Après, ce n'est que mon avis. Alors, si vous le souhaitez, je vous invite à continuer la discussion après avec Corina Sciuto-Mila, que nous remercions beaucoup de sa présentation. Merci beaucoup.